Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Delcor et aujourd'hui on se retrouve pour 5 nouveaux threads horreur. J'espère que vous allez les kiffer, il y a un petit peu de tout, il y a du normal et puis il y a du paranormal parce que oui, il y en a qui kiffent sur la chaîne. Je vous invite à prendre votre petit chocolat chaud, votre petit plaid étant donné que la température commence à baisser un petit peu et je vous invite à vous installer confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Sylvie. Son histoire se déroule bien évidemment aux États-Unis. Elle a 41 ans et vit avec son mari Douglas et une fille qui a 12 ans. Ils habitent une assez belle maison, mais ça fait un petit moment qu'ils songent à déménager, car c'est une ancienne maison, pleine de charme et de caractère. Les vieilles pierres et les poutres apparentes, tout respirait l'histoire et le passé. Ça y est, c'est le moment de passer à autre chose et de vivre dans quelque chose d'un peu plus moderne, et surtout dans un meilleur environnement avec plus de soleil. Ils ont contacté plusieurs agences immobilières pour vendre leur bien, qui est quand même un bien d'exception. Et Sylvie ne nous dit pas combien vaut l'endroit, mais ça doit valoir un petit paquet. À force, ils tombent sur une agence immobilière qui a l'air vraiment cool, et surtout un agent immobilier. Ils ont fait une visite avec cet agent immobilier et tout se passe bien. Il les rassure pour leur dire qu'un bien comme ça ne devrait pas rester longtemps sur le marché. Forcément, l'agent fait son boulot et il prend des photos de chaque pièce. Pas mal d'angles et tout, nickel. C'est pas en mettant 3 photos que tu vas vendre une maison de ce calibre. Voilà, maintenant quelques jours passent et Sylvie regarde ses mails et elle peut voir un email venant de l'agent immobilier avec pour objet urgent. Elle ouvre l'email et lit la chose suivante. Bonjour Madame X. Bien évidemment, elle s'appelle pas Madame X, c'est juste qu'on n'a pas le nom. Je vous contacte à propos d'un détail très troublant. J'étais en train d'effectuer la sélection des photos à prendre afin de mettre l'annonce sur nos différents outils de communication afin de bien vendre votre bien. Et un détail m'a marqué. Sur 2 des photos de la buanderie dans un endroit anodin, rempli de vêtements suspendus et de cartons de rangement, j'ai aperçu un visage. J'ai pensé être fou, mais avec mes collègues, nous en avons tiré tous la même conclusion. Il y a bien le visage de quelqu'un qui se cache. Je vous laisse regarder les photos envoyées en pièces jointes. Blablabla, cordialement le nom de l'agent immobilier. Et Sylvie va ouvrir les 2 pièces jointes et au début, elle ne voit pas grand chose. Du coup, elle pense à une mauvaise blague ou peut-être à une illusion d'optique. Mais à un moment, son cœur va s'arrêter un instant. Elle regarde effectivement entre des cartons entreposés avec des vêtements dessus, 2 yeux globuleux et blancs. Le tout appartenant à un visage pâle et effrayant. Elle va alors se lever d'un bond de sa chaise pour appeler son mari. Premier appel, ça ne décroche pas. Deuxième, rien. Elle se met à paniquer, elle est potentiellement dans la maison avec un inconnu qui squatte leur maison. Heureusement, le 3e appel est le bon. Son mari décroche et Sylvie lui explique ce qu'il vient de se passer. Au début, il lui demande si elle lui fait une blague et elle lui répond calmement mais sèchement que non. Et son mari comprend que ouais, il n'y a pas le ton de la blague dans sa voix qui est apeurée. Elle ne joue pas un rôle, elle a vraiment peur. Il lui dit de sortir de la maison et de l'attendre un peu plus loin de la maison en sécurité dans sa voiture. Et c'est ce qu'elle fait. Elle ne prend même pas la peine d'aller chercher ses chaussures. Elle reste avec ses chaussons et va dans la voiture. Elle attend son mari à une centaine de mètres de la maison. Après un certain temps, elle voit sa voiture et ils se parlent par la fenêtre des voitures. Le mari lui dit de venir à la maison. Ils garent chacun leur voiture sur le parking et Sylvie conduit son mari Douglas devant l'ordinateur portable. Elle lui montre l'email que lui a envoyé l'agent immobilier, il le regarde et ouvre les pièces jointes. Sylvie n'a même pas eu le temps de lui montrer où était caché l'homme que Douglas a déjà trouvé la tête de cet homme dans la buanderie sur la photo. Il est choqué, il regarde encore et encore cette photo. Il se retourne vers Sylvie et lui dit « T'es sûr que c'est pas l'agent immobilier qui nous fait une blague ou qui veut faire une crasse pour que la maison se vende moins cher ou quoi ?» Oui, sur le coup, il a cette pensée un peu bête, parce que si la maison se vend moins cher, la commission sera moins grosse aussi, donc non, techniquement aucun intérêt. Mais par contre, l'idée de la blague est plausible. Pendant la visite, l'agent était cordial, jovial et un peu taquin. Du coup, Douglas appelle l'agent immobilier et lui dit « Bonjour monsieur Peterson, je suis Douglas Trucmuche et je vais vous parler sérieusement. Et vous allez me répondre sérieusement. Les photos que vous nous avez envoyées sont-elles vraies à 100%? L'agent immobilier lui certifie qu'il n'y a aucun trafic chelou genre Photoshop ou quoi. Là, le couple se regarde et se demande comment c'est possible tout ça. Comment un inconnu peut-il se cacher dans la buanderie? Et depuis quand? Est-il encore ici dans la maison en ce moment même? Douglas propose à sa femme d'aller voir, mais elle le raisonne et lui dit « Mais réfléchis, on ne sait pas s'il est armé. Peut-être qu'il a un couteau ou même un flingue. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux revoir ta fille ce soir ?» Et là, c'est l'argument qui fait mouche. Douglas se dit « C'est mort, je prends pas de risque. » Le couple décide alors de sortir de la maison et qu'ensuite ils vont se mettre plus loin pour faire intervenir la police. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont se mettre plus ou moins à la même place que Sylvie s'est égarée plus tôt dans la journée. Ils vont appeler la police. Leur strat à ce moment-là, c'est de ne pas appeler dans la maison.
frapper à sa porte. Pas un simple toc-toc, non, c'est un gros bang. Assez fort pour que son amie sur FaceTime l'entende aussi. Elles se fichent toutes les deux. Elle reste silencieuse quelques minutes, puis ça recommence. Solène commence à paniquer et décide de jeter un œil aux caméras pour voir s'il y a quelqu'un qui essaye de rentrer ou si c'est son frère qui aurait oublié un truc. Rien du tout sur les caméras. Alors elle dit à sa pote qu'elle la rappelle plus tard et appelle direct son frère. Et là, dès qu'elle l'appelle, la porte de sa chambre se met à trembler, hyper fort. À tel point qu'elle n'entend même plus la sonnerie du téléphone. Elle entend son frère dire allô et lui raconte tout en panique. Lui, il entend les secousses et comprend direct qu'elle n'invente rien. Il lui dit ok, j'arrive tout de suite et raccroche. Les tremblements s'arrêtent et c'est le silence total. Un silence tellement intense qu'elle aurait pu entendre un stylo tomber. Puis ça tape encore. Solène essaye de parler, de demander qui est là, mais personne ne répond. Et là, ça recommence à trembler. Elle s'assoit de l'autre côté de sa chambre et attend, figée, en espérant que ça s'arrête. Tout à coup, les secousses cessent, et 3 secondes plus tard, la porte s'ouvre. Son frère déboule dans la chambre et la serre dans ses bras. Elle est en larmes, il lui explique que dès qu'il a vu sa porte, les tremblements ont stoppé net. Pour qu'elle ne reste pas seule, il appelle son pote et ils passent tous les deux la nuit avec elle dans la maison. Aujourd'hui encore, Solène n'a aucune idée de ce qui a causé ces tremblements et ces bruits. Elle n'en a jamais parlé à ses parents pour ne pas les inquiéter, ni gâcher leur anniversaire. Et c'est comme ça que se termine ce petit thread horaire. Ah bah c'est sûr que comparé aux autres qui sont bien longs, ça change un peu. En plus un petit peu de paranormal on dirait, parce que clairement, même le grand frère quand il est venu, la porte elle tremblait, il l'a regardé, paf, comme si peut-être une entité se sentait observée et a dit « Allez, ciao, j'arrête ». En tout cas, très bizarre, on passe à la prochaine histoire. On a tous une fois dans notre vie eu envie de manger un petit bout la nuit, ou juste avant de se coucher, manger un petit truc. Mais je ne pense pas qu'on ait vécu la même chose que notre Astania qui a vu quelque chose de plutôt bizarre. Je vous propose de découvrir tout ça dans cette histoire. Un soir, Astania est sortie de sa cuisine pour prendre une collation du soir. Il est très tard et elle a une mauvaise manie, c'est qu'elle se lève la nuit pour aller manger. Ce qui ruine en même temps ses horaires de sommeil. Elle regarde l'horloge du four et cela affiche 2h35 en petites lettres vertes. Puis elle continue de parcourir le frigidaire de ses parents. Sa chambre se trouve à quelques pas de la cuisine. Elle peut directement voir dedans en fermant le réfrigérateur pour mettre au micro-ondes les galettes d'hamburger et la purée de pommes de terre qu'elle a trouvée. Le micro-ondes se trouve pas loin et elle n'est pas trop effrayée de se balader sans lumière dans sa maison. La porte de la cuisine est petite et la majeure partie de la pièce se trouve à droite. Donc elle ne voit plus grand chose de sa chambre quand elle y va. Elle arrive vers le micro-ondes et met son manger et attend. Elle laisse la lumière de sa chambre allumée pour avoir un brin de lumière. Mais ce brin de lumière projette dans l'embrasure de la porte une grande ombre, qui est sûrement causée par les meubles. Puis, du coin de l'œil, elle voit que cette ombre commence à bouger. Immédiatement, son cœur s'emballe. Il n'y a normalement personne d'autre éveillé dans cette maison. La chambre de sa sœur est un peu à gauche et elle ne se réveille jamais à cette heure-là, car elle a école le matin. Elle entend ses parents ronfler dans leur chambre. Il y a donc quelque chose dans sa chambre en ce moment. Elle a un chien et 2 chats, et ils ne vont pratiquement jamais dans sa chambre. Donc il y a quand même une chance que ce soit un des animaux. En plus de ça, il est très tard. Peut-être qu'elle voit des choses dues à la fatigue. Alors elle décide d'aller quand même enquêter et se dirige vers sa chambre. Mais le moniteur de sa nourriture s'arrête avec un bip discret. Elle arrive vers sa chambre et elle entend sa sœur respirer à l'intérieur de sa chambre. Elle décide d'ouvrir la porte pour voir si elle est bien dans son lit. Et au fur et à mesure que ses yeux s'habituent à l'obscurité, elle voit la silhouette de sa sœur allongée sur le lit. Une possibilité de moins. Astania se dirige lentement vers sa chambre et prend soin d'éviter les bois qui craquent dans la maison. Elle regarde sa chambre et ne voit aucun signe d'un intrus, ni de personne d'ailleurs. La forme de sa chambre est assez bizarre et elle ne peut pas voir son placard. Donc elle se dirige un peu plus loin dans sa chambre. Et son cœur commence à battre encore plus. Elle a l'impression que ses respirations sont de plus en plus lourdes et elle a du mal à se contenir. Alors qu'elle regarde dans son placard, elle ne voit rien. Bon, elle n'a pas nettoyé en dessous depuis des années, donc s'il y avait quelqu'un qui était allé en dessous, il aurait poussé plein de trucs en dessous. Il n'y a pas de chat, pas de chien, rien pour la rassurer sur le fait qu'elle est en sécurité. Elle voulait partir de sa chambre, mais c'est comme si elle commençait à geler sur place. Les dernières onces de courage qu'elle a lui font défaut. Après quelques minutes à rester comme ça, elle s'assoit sur son lit et prend une profonde et silencieuse respiration. Elle est toujours pétrifiée. Elle a les yeux fixés sur la porte ou sur le placard pendant environ 5 minutes. Le temps de reprendre son courage. Astania décide alors d'aller s'asseoir autre part, dans les toilettes pendant un moment. Elle se dit que peut-être elle va rester là-bas, jusqu'à ce que le soleil se lève.
Elle a déjà envisagé de réveiller ses parents, mais elle ne pense pas que ses parents vont la croire, surtout pour une ombre. Ce serait pas trop convaincant pour eux. Elle se dirige lentement et tranquillement vers les toilettes et abandonne complètement sa nourriture et regarde à chaque coin de sa maison pour être sûre qu'elle est seule. Elle rentre enfin dans la petite salle de bain plutôt exiguë qu'elle partage avec sa sœur. Lorsqu'elle allume la lumière et verrouille la porte derrière elle, elle a immédiatement remarqué que le rideau de douche est poussé complètement à droite de la porte. Les toilettes sont juste à côté de la baignoire sur la gauche, donc sa sœur et elle laissent toujours le rideau ouvert pour pousser complètement ce dernier vers la gauche pour pouvoir ouvrir. Au cours de ses 18 années de vie dans cette maison, elle n'a peut-être vu qu'une seule fois le rideau écarté de cette façon. Une combinaison de curiosité, de courage la pousse à s'avancer vers le rideau pour voir ce qu'il se cache derrière. Elle fait 5 longs pas vers le rideau et elle l'écarte. Et là, rien, le vide. Elle se retourne et rien derrière elle. Astania se sent en sécurité. Elle reste assise sur les toilettes pendant 1 heure et son corps commence à fatiguer. Elle se dit que peut-être il y avait quelque chose dans sa chambre, il serait sûrement parti depuis. Elle décide d'éteindre la lumière avant d'ouvrir la porte pour se diriger vers sa chambre, car la chambre de sa sœur est juste à côté de la salle de bain. Elle ne veut pas prendre de risque de réveiller ses parents, car à chaque fois qu'elle les fait réveiller, ils sont furieux. À la seconde où elle éteint la lumière, elle sent une goutte de liquide qui se pose sur ses cheveux. Elle lève les yeux au plafond, et au plafond, suspendue, se trouve une grande silhouette humaine, mince et sombre, qui se dresse au-dessus d'elle. Elle a la tête suspendue à l'envers, et ses mains et ses pieds sont tordus d'une manière impossible pour un être humain. Le seul trait physique perceptible, autre que sa silhouette élancée, sont ses yeux grands et jaunes. Même si cette chose est pratiquement invisible dans le noir, elle peut distinguer un horrible sourire sur son visage. À ce moment-là, elle a un sentiment, c'est de n'être jamais venue au monde, ou de mourir. Elle regarde cette créature, et son visage est maintenant tout près du sien. Et la seule pensée qui se forme dans sa tête, c'est « Pourquoi ?» Ses yeux brûlent à force de fixer la créature pendant si longtemps, et surtout contre sa volonté. Elle a peur de fermer les yeux en présence de cette chose, mais ses yeux se ferment tout seuls, et quand elle rouvre les yeux, cette chose a disparu. Elle a allumé la lumière et se dirige vers le couloir pour également allumer une autre lumière. Elle continue d'allumer toutes les lumières de la maison, jusqu'à ce que ses parents et sa sœur entrent dans la cuisine. Ils l'ont interrogée du pourquoi elle avait allumé toutes les lumières, mais elle veut pas les écouter. Elle regarde l'horloge, et cela indique qu'il est 4h28 du matin. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread. On n'a pas d'autre... On n'a pas de suite, je peux pas vous dire, je peux pas en inventer, il n'y a pas de suite. Voilà, c'est comme ça. Petit thread sympa, encore un petit peu paranormal, donc voilà, celui-là il est encore plus flippant que l'autre. Parce que là, clairement, on peut mettre des mots sur la chose accrochée au plafond, comme ça, qui te regarde avec un visage effrayant, alors que l'autre, c'est juste une porte qui claque, tu peux te dire à un moment, oui, c'était le vent, ou je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Bref, allez, on passe au prochain thread d'horreur. Alors ce troisième thread d'horreur, il nous est partagé par une abonnée. Si jamais toi aussi tu veux partager une histoire, ça se passe sur delcorstory@gmail.com. Je lis le petit début et puis après je passe en troisième personne. Salut Delcor, j'espère que tout va bien pour toi. Ça va, on est au top en ce moment. J'ai actuellement 18 ans et cette histoire s'est passée il y a 3 ans. Je m'appelle mais j'aimerais que tu changes mon nom, si jamais mon histoire passe dans une de tes futures vidéos. Bon, du coup, je vais t'appeler Nikki. Voici le contexte. Au moment de cette histoire, elle est en vacances chez son frère et sa copine, avec la cousine de sa belle-sœur, Laura, qui est également son amie. Un jour, ils sont partis faire des courses, mais Laura et Nikki sont restés car ils devaient promener le chien. Ils s'en vont et elle commence à préparer la laisse pour le chien, puis elle sort. Elle décide de passer par un petit bois près de la maison, de faire le tour et de rentrer le chien. Il faisait très chaud, mais tout se passait très bien. Puis, ils arrivent à la fin du petit bois où il y a une route qui le relie. C'est alors que Laura sent le chien se stopper net. Nikki le regarde et il fixe quelque chose qu'elle ne comprend pas trop. Les filles voient d'abord un vélo par terre en plein milieu de la route, puis quelqu'un derrière un arbre, la tête baissée, en train de taper de toutes ses forces sur un sac noir. Il y a un moment de silence et à ce moment-là, elles n'ont pas forcément peur, mais elles sont mal à l'aise. Puis d'un coup, l'homme penche sa tête car il se sent observé. Ce mec avait un masque style Covid-19 tout noir avec des yeux de fou gorgés de sang. Il se lève et à ce moment précis, le chien fait demi-tour et court à toute vitesse, tirant de toutes ses forces, en pleurant et en tremblant. Laura est emportée par le chien et Nikki décide de courir car elle ne veut pas être seule avec cet homme étrange. En courant, elle entend les bruits de pas de ce mec qui les poursuit. Elle décide de se retourner tout en courant et elle voit ce gars qui se cache derrière les arbres et les buissons tout en continuant de les suivre. Le chien continue de courir comme un fou et les filles commencent à avoir les poumons qui brûlent. Mais quand elles ont entendu ce mec rire avec un rire démoniaque, Nikki dit à Laura d'accélérer car il continue de les courser.
Arrivées dans le quartier où son frère habitait, elles se sont enfin retournées, mais il n'y avait plus rien. Elles sont donc rentrées et forcément le chien aussi. Puis Nikki décide de fumer une cigarette, mais en cherchant son paquet, elle ne le trouve nulle part. Les filles se disent alors que Nikki a dû le faire tomber en courant. Totalement terrifiée à l'idée de retourner dans ce bois et de retomber sur ce type, elle demande à son père de l'accompagner. Il est chasseur et connaît très bien ce bois, pour essayer de retrouver son paquet. Ils l'ont retrouvé près de l'endroit où elle s'était arrêtée pour regarder ce gars. Le gars n'était plus là, le sac noir non plus, et le vélo avait disparu. Par contre, ce qu'il retrouve, c'est un petit couteau papillon, ce qui la pétrifie sur place. Elle a longtemps pensé à ce qu'il aurait pu se passer si ce gars avait réussi à les rattraper. Elle en a parlé à son frère et sa copine, mais malheureusement, ils pensaient que c'était une blague. Mais Laura et Nikki le savent et elles l'ont bien senti. Ce n'était pas une mauvaise blague. Aujourd'hui, son frère et sa copine ont déménagé. Et elles n'ont plus jamais recroisé ce gars, heureusement. Elle nous met à la fin qu'elle espère que cette histoire nous a plu et elle nous souhaite une bonne continuation pour mes vidéos. Et franchement, ça fait trop plaisir d'avoir des histoires abonnées comme ça qui sont partagées. Parce que oui aussi, en France, on vit des choses un petit peu bizarres. Je te remercie une fois de plus de nous avoir partagé ton histoire et on passe à la prochaine histoire justement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Olivia. Elle commence en expliquant que ce n'est pas une histoire effrayante avec une fin hyper satisfaisante. Mais bon, personne n'a été blessé et pour ça, elle est reconnaissante. Tout ça remonte à quand Olivia était en 5e ou 6e année. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est canadienne, donc à l'époque, elle avait environ 8 ou 9 ans. Et maintenant, elle en a 23, bientôt 24 en juillet, mais sauf que l'histoire, elle est déjà pas... Hop. Donc là, maintenant, c'est sûr qu'elle a 24. Bref, sa mémoire est peut-être un peu floue, mais ce jour-là est gravé dans son esprit pour toujours. Olivia et sa sœur Paya, qui a 2 ans de moins, allaient dans une petite école d'immersion française. Comme elle n'habitait pas à proximité, elle prenait le bus scolaire tous les jours. L'arrêt de bus était à un pâté de maison de leur immeuble. Le matin, elle se levait à 7h pour attraper le bus à 7h30 et arriver à l'école à 8h. Il y avait aussi une autre famille avec des enfants plus jeunes à leur arrêt, donc elle n'était jamais complètement seule. Mais la plupart du temps, Olivia et Paya faisaient le trajet aller-retour sans adultes parce que leur mère travaillait de nuit. Et elle pensait être assez grande pour gérer ça seule. Ça se passe vers la fin du printemps, genre avril ou mai, quand il commence à faire chaud la journée, parfois plus de 20 degrés. Olivia précise qu'elle a de l'asthme allergique, donc des choses comme courir ou le pollen peuvent déclencher ces crises d'asthme. C'est pour ça qu'elle n'est pas une grande coureuse et que la voir courir est assez rare. Donc un matin comme d'hab, Olivia et Paya partent à 7h15 pour attraper le bus. Tout est normal, Olivia est la plus fatiguée des deux. Mais un détail la frappe. Elle remarque une vieille camionnette marron garée dans l'allée d'une maison voisine, avec une personne assise au volant, immobile. Rien d'anormal en soi, sauf qu'elle sait que les gens de cette maison roulent en mini-fourgonnette, pas en camionnette marron. Peut-être que c'est juste la couleur moche qui attire son regard. Avec le recul, elle se dit qu'elle aurait dû se demander pourquoi le gars dans la camionnette restait assis là, sans bouger, pendant plus de 15 minutes. Mais elle était trop fatiguée pour y penser. Elles partent à l'école et la journée passe sans rien d'extraordinaire. Dans le bus du retour, elle se dispute avec Paya. Dès qu'elles arrivent à leur arrêt, Paya part en courant vers la maison, laissant Olivia avec les parents venus chercher les plus petits. Une fois les parents partis, Olivia se retrouve seule. Elle commence à marcher dans la rue, dans le sens de la circulation, un peu agacée par sa sœur. Elle n'a même pas fait un bout de chemin qu'elle remarque la fameuse camionnette marron qui ralentit à côté d'elle. Elle ne capte pas encore que c'est sûrement celle du matin. C'est une journée de grosse chaleur, il y a même un gamin qui a fait un malaise à la récré à cause de ça. Donc Olivia est déjà épuisée. Le conducteur de la vieille camionnette marron baisse la vitre passager et lui fait signe de s'arrêter. Olivia s'arrête parce qu'elle a été élevée pour être polie, mais elle garde ses distances. La bande de pelouse entre le trottoir et la route fait qu'il y a au moins 60 cm entre elle et le bord. « Hé ma petite, tu vas où ?» lui demande le chauffeur, un homme d'une 50aine d'années. Elle connaît les règles du danger des inconnus, donc elle est déjà sur ses gardes. « Chez moi », répond-elle en restant vague. À ce moment-là, l'homme se penche et déverrouille la porte passager. Elle voit mieux son apparence, il a un tatouage, un tigre avec d'autres animaux sur le bras droit, un débardeur gris. Elle est trop petite pour voir quel genre de pantalon il porte. Le type, il a les cheveux poivre et sel tirés en une queue de cheval basse et un peu grasse. Il a aussi une moustache, mais pas une moustache classique. Non, c'est vraiment le style de moustache stéréotype des gens qui font du mal aux enfants. Vous voyez ce que je veux dire ? Il a la peau bronzée, mais il paraît caucasien et il a de grandes mains avec une cicatrice sur les jointures. Là, il lui sort. « Que dirais-tu de monter ? Je te ramène, il fait assez chaud dehors aujourd'hui. » Avec un sourire en coin, et Olivia voit qu'il lui manque une dent. Évidemment, Olivia lui répond en souriant, juste pour rester polie, et elle dit simplement « Non merci monsieur ».
Et elle recommence à marcher, pensant que ça s'arrêterait là. Mais pas du tout. Au lieu de partir, il commence à la suivre dans sa camionnette, en insistant pour qu'elle monte, en lui répétant que tous les autres enfants ont été récupérés, et qu'il fait trop chaud pour qu'elle marche. Et ça lui semble vraiment bizarre, même aujourd'hui, parce que ça veut dire qu'il avait dû l'observer quand elle et sa sœur sont descendues du bus. C'est flippant, non? Peut-être qu'il n'a juste pas remarqué que sa sœur était déjà partie en courant, mais c'est déjà bien trop louche. Olivia répète « non merci », mais lui, il ne lâche rien. Pire encore, il a l'air de commencer à s'agacer. Il s'arrête carrément tellement près du trottoir que son vieux pick-up semble prêt à grimper dessus. À ce moment-là, Olivia commence vraiment à flipper. Elle sent que cet homme pourrait tenter un truc qu'elle n'aimerait pas du tout. Alors elle lui lance vite un « passez une bonne journée » avant de se mettre à courir le plus vite possible vers son immeuble. Elle entend vaguement qu'il lui crie quelque chose, mais elle se retourne pas. Elle coupe direct par une colline herbeuse avec quelques arbres, au lieu de rester sur le trottoir. En arrivant près du parking souterrain qui relie deux bâtiments, elle voit qu'une voiture vient de sortir, et elle fonce pour passer sous la grande porte, avant qu'elle ne se referme complètement. Olivia continue de courir sans s'arrêter jusqu'à son appart, au 8e étage. Elle claque et verrouille la porte, complètement en panique, en crise d'asthme et en larmes. Elle s'effondre contre la porte, hyperventilant et sanglotant, ce qui fait paniquer sa sœur, qui ne comprend pas pourquoi elle revient dans cet état. Olivia essaye de lui expliquer, mais elle n'arrive même pas à parler tellement elle a du mal à respirer. Finalement, elle réussit à se calmer, et quand sa mère rentre, elle lui raconte ce qui s'est passé. La mère d'Olivia appelle la police et une agente vient chez eux pour l'interroger. Olivia lui raconte tout ce qui s'est passé après être descendue du bus. Elle ne réalise que plus tard que le gars les avait sûrement observés depuis ce matin. La policière prend sa déclaration, mais malheureusement, rien de concret n'en ressort. Olivia n'a pas retenu la plaque d'immatriculation, mais elle sait juste que ça semblait ne pas être une plaque de l'Ontario. Avec le recul, ça lui fait encore plus peur. Après ça, Olivia n'entend plus rien de l'affaire, mais si jamais ce type qui a peut-être essayé de la kidnapper ce jour-là est encore quelque part, elle espère qu'ils ne se recroiseront jamais plus. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire et j'espère que vous avez kiffé toute cette vidéo qui est bien longue et du coup, si vous voulez soutenir, un petit pouce bleu, ça fait pas de mal. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Voilà, si jamais vous en voulez plus, je vous invite à cliquer sur l'une de ces deux vidéos là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.